L'enregistrement audio, je vous demande de démarrer l'enregistrement pour la diffusion demain sur la chaîne YouTube ou avant si ça se passe bien. Voilà, donc mesdames et messieurs, bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas salués. J'ai annoncé l'enregistrement, c'est fait. Avant de faire l'appel, vous informer, alors on l'avait mis en point divers, mais je vais le faire tout de suite, de la démission de Frédéric de Flandre, qui nous a écrit en nous disant que par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mes fonctions de conseiller municipal de la Côte-Saint-André. Cette décision a été mûrement réfléchie et due à des contraintes professionnelles, à mon activité de sapeur-pompier volontaire et de ma vie personnelle. Je tiens à remercier l'ensemble des membres du conseil municipal ainsi que monsieur le maire pour la confiance accordée durant l'exercice de mes fonctions. Je suis honoré d'avoir pu contribuer à la vie de notre commune et de ses habitants. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Donc, je comprends la position de Frédéric, parce que quand vous êtes sapeur-pompier pro, puis ensuite vous êtes volontaire, et puis bien entendu il a des charges de famille, donc je le comprends tout à fait. Je tiens au nom du conseil municipal à le remercier pour le temps qu'il a pu nous accorder. Et c'est vrai que ces derniers temps, il était sur d'autres missions professionnelles qui fait qu'il avait du mal à être présent ici, parce qu'il était notamment sur différentes astreintes sur une partie de risque éboulement, c'était son dernier secteur d'activité, donc le pauvre, il est beaucoup d'astreintes. Donc en tout cas, on le remercie beaucoup. Nous avons sollicité le dernier membre de la liste de la Côte Ensemble, qui était Ludovic Bion-Laroute, qui a décliné, puisque depuis, il a quitté la commune, donc il a décliné. Donc nous n'avons plus de candidats sur notre liste à faire monter, donc nous resterons dorénavant à 26, ce qui n'est pas un problème, et il n'y a pas de contrainte jusqu'à ce qu'on n'ait pas démissionné de 30%, eh bien il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà, donc je tiens à nouveau à remercier Frédéric et à vous dire que dorénavant on fera le quorum sur 26. Donc je vais faire l'appel. Joël Gulon présent, Mireille Gilibert, Sébastien Mettet, Catherine Lotte, Daniel Gérard, Moufida Roussin, Gilles Antose, Jean Chenavier, Yvette Segla, Daniel Bert, Jean-Paul Louis Gavet, Claude Boulu, Frédéric Point, Denis Gaveau, Jean-Yves Garnier, Frédéric de Flandre, donc démissionnaire, on vous l'a dit, Patricia Vacheron, Julien Servoz excusé donne pouvoir à Daniel Gérard, Michel Bertoldi, Christophe Vignon est excusé et représenté par Madame Bertoldi, Julie Mania, Francis Correa, Marie-Lyne Jouve, Joris Belton, Martine Vernet est excusée à donner pouvoir à Bernard Antose et Marie-Claire Bali. Très bien. Nous avons donc le quorum. Je vous fais passer la feuille de présence. C'est celle-ci ? Non, il est passé déjà. Elle est déjà passée. C'est la vôtre. J'avais une doublure. Vous avez des petits stylos avec ? Merci, parfait. Emmenez bien le stylo Albert, c'est le message. Alors, je vous informe que j'ai souhaité, suite à une question qui a été posée, de retirer de l'ordre du jour la délibération 2025-57 sur la convention tripartite de mécénat pour la rénovation de la chapelle. Puisqu'effectivement, il nous a été fait des remarques et je souhaite, il n'y a pas d'urgence à passer la convention, je souhaite qu'on étudie ces demandes et qu'on la repasse en commission, puisque c'était certes une convention, on l'avait envoyée comme ça, mais s'il y a une demande, je préfère qu'on la traite correctement. Donc nous n'aurons pas la délibération qui était... C'est 25-57. Parce que ça décale les points. C'était la 8, voilà, dans votre liste. Mais nous, on les numérote maintenant avec l'ordre du jour là-dessus. Ensuite, je vous propose qu'on puisse commencer l'ordre du jour du conseil municipal. Et ensuite, il y aura en informations diverses, plusieurs informations. Donc, sur le premier point, c'est le compte-rendu du conseil municipal précédent. Et je veux savoir s'il y a des remarques
ou des demandes d'explication ou de modification sur le compte-rendu de la séance, donc du 10 juin. Pas de remarques? Je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 2, modification du tableau des effectifs. Je donne la parole à Mireille Gilibert. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit effectivement de modification du tableau des effectifs avec des créations de postes. Donc, vous savez qu'il nous appartient de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, compte tenu des évolutions dans la collectivité. Il est donc nécessaire de procéder à des créations. Une dans la filière sécurité. Il s'agit de la création d'un poste de brigadier, un agent allant prochainement être absent pour raison de congé maternité. Et deuxièmement, dans la filière animation, il s'agit de la création d'un poste agent technique d'animation. Il s'agit de la stagiairisation d'un agent en poste en tant que contractuel. Très bien. Merci pour ces explications. Est-ce qu'il y a des questions sur ces créations de postes? Pas de questions. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au point numéro 3, convention de mise à disposition du service des archives intercommunales. Je laisse la parole à Mireille Gilibert. Voilà, alors les collectivités sont propriétaires de leurs archives et qu'elles en assument la conservation, la mise en valeur sous le contrôle technique et scientifique de l'État. La Côte-Saint-André dispose d'un agent dont une partie du temps de travail est consacrée à la gestion de ses archives, plus particulièrement celles présentant un caractère patrimonial. Il existe cependant actuellement un arriéré. Le temps de cet agent a permis qu'une majeure partie des fonds communaux soit classée. Il existe cependant un arriéré de 100 mètres linéaires d'archives à traiter. De plus, il y a de nombreuses éliminations réglementaires à effectuer, y compris dans ce qui a déjà été inventorié. Les locaux de stockage doivent être désengorgés et réorganisés. Une procédure de versement des archives par les services doit être mise en place et toutes ces tâches doivent être effectuées en collaboration avec l'agent en charge des archives pour que le travail entamé puisse être poursuivi au long cours, au-delà des temps d'intervention de l'archiviste et de guérilla communautaire. Donc, le temps nécessaire à l'accomplissement de ces tâches est évalué à 10 jours d'intervention à répartir sur 2025 et 2026. À la suite de cette première mission de traitement des archives, il sera proposé une intervention annuelle de mise à jour de l'archivage de 1 à 3 jours en fonction du volume à traiter. Le tarif journalier d'intervention de l'archiviste a été fixé à 260 € par délibération du conseil communautaire. L'ensemble des modalités de recours au service intercommunal d'archives sont détaillées donc dans la convention qui a été jointe. Ceci a été vu lors du comité social territorial du 3 juillet et la commission financière intercommunautaire a étudié ce dossier le 8 juillet. Il vous est donc proposé d'approuver les termes de la convention jointe, de prendre acte que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2025 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer les actes et à effectuer toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Très bien, merci Mireille. Donc là, le but, c'est de continuer à mettre à jour nos archives, parce que c'est des fois un parent pauvre en termes de ressources humaines, mais il faut les tenir à jour. Et donc, mutualiser avec l'Interco a cet avantage de bénéficier de quelqu'un de compétent, mais sur un temps de créneau qu'on a uniquement besoin. Est-ce qu'il y a des questions ou observations? Pas de questions, pas d'observations. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point numéro 4, c'est la mise à jour des règlements intérieurs du restaurant scolaire, de l'accueil de loisirs sans hébergement, du transport scolaire et la création d'un règlement intérieur pour l'espace jeunesse. Je donne la parole à Moufida Roussin. Donc bonjour. Du coup, pour la commune de la Côte-Saint-André, il y a un accueil de loisirs sans hébergement qui est organisé dans les locaux de l'école et des fois dans d'autres locaux.
Par ailleurs, on gère également la cantine à l'école 40 rue de la Halle, l'école du château, ainsi que le transport scolaire pour le matin, l'après-midi et la plage méridienne. Donc chaque année, on met à jour les règlements intérieurs en fonction de ce qui s'est passé. Il peut y avoir des choses qui sont désuètes ou alors des choses à renouveler. Donc on a abordé ce sujet en commission le 7 juillet. Pour les changements, le plus gros changement, c'est le changement de l'adresse du centre socio-culturel des sources sur ces règlements intérieurs. Il y a quelques petites modifications sur les autres règlements. Et pour le règlement de l'espace jeunesse, donc qui se passe lui au centre socio-culturel, c'est aussi une mise à jour quant à l'assurance. Donc vous avez eu sûrement en annexe les conventions. Ce qu'on vous demande, c'est d'approuver les différents règlements intérieurs qui sont présentés. Il s'agit d'adaptation. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, commentaires, interventions? Bon, c'est de la mise à jour classique. S'il n'y a pas de demande de parole, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 5, convention de délégation de la compétence, création et exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid de la commune de la Côte-Saint-André à Bièvre-Isère Communauté. Donc, pour resituer peut-être un peu le cadre, nous avions au niveau de Bièvre-Isère dès 2021 adopté un plan climat-air-énergie territorial, PCAET, et dans lequel on s'engageait à devenir un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Et donc, on avait mis en place une stratégie pour développer les énergies renouvelables, pour qu'on adopte d'ici quelques temps un schéma directeur des énergies, et Sébastien est dessus, ça devrait aboutir d'ici quelques semaines ou mois. De manière opérationnelle, Bièvre-Isère n'a pas attendu parce qu'il a déjà mis en place, et si on prend que sur la Côte-Saint-André, un certain nombre d'installations, comme la centrale solaire voltaïque et la station d'épuration de Centre-Bièvre, en autoconsommation en bas du sud du Rival, les ombrières photovoltaïques là aussi en autoconsommation sur le parking d'Aqualib, et la toiture photovoltaïque qui arrivera prochainement sur la crèche de Rémy dès qu'on l'aura mise en activité. Et dès 2013, Bièvre-Isère avait déjà impulsé la réalisation d'une première étude de faisabilité avec une réflexion sur un réseau de chaleur au bois sur le territoire toujours de la Côte-Saint-André. Et ça montrait l'intérêt puisque sur Bièvre-Isère, à lui seul, a déjà 8 bâtiments qui sont consommateurs d'énergie, des gymnases, le boulodrome, etc., et dont un qui est très consommateur, qui est Aqualib. Donc à ce niveau-là, c'était intéressant, mais si nous regardons au niveau de la ville de la Côte-Saint-André, nous avons également plein d'autres équipements publics à côté, les collèges, les lycées, les EHPAD, etc. Ce qui fait que le nombre de bénéficiaires concernés peut être important, même si on n'a pas ou peu de particuliers, et qui rend le projet plus facile à mettre en place. Nous avions lancé en 2023 une étude de faisabilité de la création de ce réseau de chaleur, qui était financé à 80% par le Fonds vert et qui a montré qu'effectivement c'était intéressant. Et nous avions eu un accompagnement de l'intercommunalité parce que nous n'avons pas assez de personnel pour traiter ce dossier. Cette première étude, en dehors de l'intérêt, a montré 2 points saillants. Le premier, c'est que l'impact financier sur le budget de la commune serait important parce que ça nécessite une forte ingénierie, ce que ne dispose pas la ville. Et puis, notre impact financier en termes d'endettement pourrait être fort. Et puis, d'autre part, si on regarde, c'est quand même Bièvre-Isère qui, lui, porte la majorité en termes de consommation d'énergie, la majorité des besoins. Donc c'est pour ça que j'avais écrit en octobre 2024 à l'Interco, en lui disant qu'au vu de l'ampleur du projet, tant financier que technique, eh bien, est-ce que Bièvre-Isère pourrait le porter? Le problème, c'est que la compétence réseau de chaleur, elle est communale. Et donc, il fallait faire un transfert de compétences qui n'était pas envisageable à ce niveau-là, puisque ça concerne principalement la Côte-Saint-André. Nous avons fait le tour des autres communes qui ont fait leur propre réseau de chaleur et elles ne souhaitaient pas le porter au niveau de l'Interco.
Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé une solution qui consiste en fait à avoir une convention de délégation de compétences qui s'appelle création et exploitation d'un réseau de chaleur ou de froid, qui sera signée cette convention entre la ville et Bièvre-Isère. On vous la propose sur une durée de 3 ans, ce qui permet soit le projet ne marche pas, on s'arrête et puis ça va là, soit ça marche et on veut le porter au niveau de la ville, on peut récupérer notre compétence, soit ça marche et Bièvre-Isère le porte et ça se passe bien, ou un privé, et auquel cas, à ce moment-là, on poursuit la convention. Donc ça nous laisse toute cette souplesse, ce qui est non négligeable dans un dossier comme celui-ci. Donc cette forme juridique est intéressante. Nous l'avons soumis à Bièvre-Isère, elle a été votée, cette délibération, à l'unanimité le 7 juillet dernier. Nous l'avons discuté en commission des finances le lendemain, le 8. Et donc ce soir, je vous propose par cette délibération d'approuver la convention de délégation que je viens d'évoquer en termes de modalités et de m'autoriser à signer cette convention, puis tout document se rapportant à cette compétence. Au-delà de la forme administrative, dans notre notion de transition écologique, d'économie d'énergie sur les systèmes de chauffage, pour la commune de la Côte-Saint-André, dans le cadre de Bièvre-Isère sur trajectoire 2030, faire des économies là aussi en termes de dépenses énergétiques sur nos bâtiments sportifs et autres, eh bien c'est intéressant que nous puissions avancer ce dossier. Et il faut voir au-delà de la convention, d'avoir un réseau de chaleur, Sébastien pourra en dire quelques mots, mais qui au niveau départemental est un dossier important, parce qu'on a vraiment un regroupement d'équipements publics qui fait que ce dossier-là, il a tout son sens. Je te laisse peut-être ajouter un mot, parce que tu te portes en tant que vice-président. Quelques mots, effectivement. Déjà, bonsoir à tous. En termes de densité d'énergie, par rapport à, si on ramène les kilowattheures au mètre linéaire, on a une densité qui est très très importante, puisque comme l'a dit Monsieur le maire, on a beaucoup d'équipements qui sont regroupés dans un secteur très rapproché. Et donc, les subventions éventuelles qu'on pourrait avoir de l'ADEME, elles sont soumises à ce type de critères. On est très largement en dessous des critères exigés. Donc c'est un projet qui est très intéressant et tous les bureaux d'études qu'on a rencontrés nous précisent qu'effectivement, globalement, en Isère, s'il y a un endroit où il faut le faire, c'est ici. Moi, c'est vraiment très intéressant. En termes de précision, comme on l'a fait à l'Interco, les élus communaux qui sont aussi à l'Interco ne prendront pas part au vote, pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Bon, ça concerne Catherine, Mireille, Sébastien et Daniel. Et Christophe Vignon n'étant pas là, donc vous n'aurez qu'une voix pour cette partie-là, pour qu'on soit tranquille. Et pour éviter, comme Sébastien pilote le dossier également en termes de transition, je désignerai par un courrier Daniel Berg, qui a déjà suivi le dossier, pour représenter la ville. Et à l'Interco, la personne qui suivra le dossier en patrimoine, c'est Gilles Gelas. Et Sébastien étant en transversal sur les transitions. Et pour pas qu'il y ait de mélange, ville, etc., chaque personne n'est pas de la Côte-Saint-André. Et Daniel Berg représente et ça évite les mélanges. C'est hyper important dans ce dossier. Peut-être dire un mot, Daniel, toi, tu as suivi un peu ce dossier aussi. Non, pas du tout. Enfin, je pense qu'il y avait un travail qui a été fait, je dirais, localement avec EPOS. Et après, donc, je rejoins ce que tu as dit. Effectivement, si ce réseau de chaleur ne se fait pas à la côte, il ne se fera à aucun endroit par ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est bien résumé. Sur le sujet. Oui, c'est vrai que tout le monde nous pousse parce que il a un dimensionnement qui est hyper intéressant. Parce qu'en fait, sur peu de distance, on peut mettre en place un réseau. J'en reviens donc à la délibération. Est-ce qu'il y a des questions ou interventions? Monsieur Corréard, je vous en prie. Oui, j'ai relu ce matin cette délibération et c'est là que j'ai vu, entre parenthèses, mise à disposition d'un agent dans le courant de 2024, je pense, par l'Interco auprès de la ville. Oui. Et en parallèle de la délibération qui a été passée tout à l'heure sur l'archiviste, je ne pense pas avoir vu cette délibération, à moins que je fasse une erreur. On est en train de vérifier.
Ça doit être autour de mai 2024, si je ne me trompe pas, il y a une délibération. Je vous propose qu'on vérifie, on va continuer la discussion. Je ne vous réponds pas parce que entre ce que j'ai le droit et on adapte au fur et à mesure et changement de directrice générale des services, des fois on en profite aussi pour, avec une vision nouvelle, s'apercevoir des changements législatifs. Il y a des choses que des fois je peux signer par arrêté, par délégation du Conseil. Voilà. Donc je ne veux pas je ne peux pas m'engager là-dessus. J'avoue que celle-là, je ne l'ai pas en tête. Non, mais je regarde. Ok. En tout cas, alors ce principe, c'était, on avait un certain nombre d'heures et l'Interco nous facturait le nombre d'heures de l'agent mis à disposition. On vous répondra en tout cas là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on continue avec M. Correa et après Mme Mania si... Et donc, effectivement, l'ingénieur qui a été mis à disposition a fait une assistance avec les ouvrages, comme je l'ai pu comprendre. Et on a eu l'information en commission en début d'année 2024. Par contre, on n'a pas eu de rendu de cette mission. Très bien. Vous aurez un rendu lors d'une prochaine commission. Madame Mania? Oui, non, c'était la question qui avait été évoquée en commission et à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. En cas de rupture de la convention et si la convention n'est pas prolongée, qu'est-ce qu'il advient des investissements qui ont été faits si jamais la collectivité récupère la compétence, qu'est-ce qu'il advient de ce qui a été engagé? Alors, je regarde par rapport à la délibération. Moi, pendant ce temps, on est en train de... Je vais faire relire par les services la délibération la convention pour voir ce qu'elle dit en cas de rupture. Ce que je vous ai répondu, c'est que sur le fond, quand on aura avancé le dossier, si on avance le dossier et que l'Interco l'a porté, je reste convaincu que l'Interco continuera à le porter. Puisque ça me paraît évident, et que la notion de retrait, elle est plutôt dans le cas où le dossier n'avance pas, ou pour des raisons économiques, l'équilibre financier n'est pas bon, dans quel cas la commune de la Côte-Saint-André reprend sa compétence. En tout cas, moi je vois la convention plus dans un sens de je délègue quelque chose et je le reprends si ça ne marche pas, ou ça pas là-dedans. Parce que très sincèrement, si ça fonctionne, l'objectif c'est qu'on continue avec l'Interco à continuer dans ce sens-là. Et qu'on n'arriverait pas sur une rupture brute, c'est-à-dire qu'on se serait engagé, et là vous êtes sur une convention de délégation, ça veut dire qu'il y a un rendu de délégation, et avant tout investissement, il y aura un positionnement de la commune puisque c'est elle qui délègue, mais en tout cas, l'Interco ne fera pas sans le retour de la commune, ce qui veut dire en clair que l'Interco sollicitera en permanence par des allers-retours. Il y aura un comité de pilotage dans lequel la ville est présente également, dans lequel on va discuter de comment on y va, à quel niveau on en est, où on pose des choses. Donc, on aura clarifié, à mon avis, votre question au moment où on se dit, c'est bon, on y va, on lance l'appel d'offres, et qu'est-ce qu'on fait derrière, une fois qu'on a signé l'appel d'offres? En tout état de cause, la Convention, en son article 6, précise que l'autorité, donc la communauté de communes à qui on délègue l'exercice de la compétence, va exercer son financement total. Donc, quand on dit financement total, on est aussi bien sur la partie fonctionnement que sur la partie investissement. Le niveau d'investissement et d'engagement financier de la communauté de communes va dépendre du choix
puisqu'on l'a évoqué en commission, du choix, du portage de ce réseau de chaleur, parce que la communauté de communes va exercer la compétence en délégation, mais elle peut faire le choix d'une régie, d'une délégation de service public, d'un contrat en concession, à fermage. En tout cas, il y a plusieurs montages juridiques possibles qui vont impacter notamment l'investissement à consentir, puisque selon le type de montage, l'investissement est porté par le délégataire ou non. Ça dépend vraiment de la forme juridique choisie pour le réseau de chaleur. Donc, on va avoir différents niveaux potentiels de financement. En tout état de cause, tel que la convention est libellée, c'est bien la communauté de communes tant qu'elle porte la compétence qui porte l'investissement et le fonctionnement de la compétence. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, de toute façon, il y aura nécessairement des échanges et des allers-retours sur le montage qui sera engagé et les financements associés, sachant que par ailleurs, le budget d'un réseau de chaleur, c'est un budget annexe pour une collectivité et pas un budget propre, ce qui veut dire qu'on est en capacité d'identifier assez clairement tous les flux financiers. C'est pas comme s'il était noyé dans un budget de l'Interco. Ça fait l'objet d'un budget annexe comme l'eau, par exemple. Après, on est deux collectivités qui nous connaissons. Si on se positionne côté intercommunalité, avant d'engager, parce qu'on parle en millions d'euros sur un projet comme ça, l'Interco va s'assurer de la faisabilité du projet, ce qu'on a déjà vu avec un bout d'étude, mais va ensuite le porter et va voir la position de la Côte-Saint-André. Donc elle ne s'engagera pas sans quelque part une position de la mairie de la Côte-Saint-André. On fait quoi quand on se lance? Si on se place position maintenant ville de la Côte-Saint-André, là aussi on parle en millions. Si l'Interco nous le porte, il faut la laisser porter. C'est un peu l'objectif quand même de cette convention. Voilà. Donc moi, je vois plus le retrait, je le redis, uniquement si le dossier avançait pas, parce qu'économiquement, ça marche pas, parce qu'il n'y a plus les aides qu'on avait à une époque sur les certificats d'énergie, qui sont toujours garantis, mais qui peuvent être arrêtés à tout moment. On voit bien les annonces qui sont faites actuellement. Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à cette partie-là. Et c'est effectivement... Madame la directrice vient de vous le dire, on a un budget annexe où pour le coup les coûts ils sont clairement identifiés. En fait, ça ne répond pas à ma question. Sur le fond, j'entends parfaitement et ça me semble extrêmement intéressant de débat sur le fond. Mais c'est vraiment qu'est-ce qu'il advient demain s'il y a une convention. Parce qu'on ne peut pas se dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui sera forcément la même demain. Et quels sont les engagements de la collectivité? Il me semble que c'est important, vous l'avez évoqué, c'est des projets qui parlent en millions d'euros, et je pense que c'est important d'être certain qu'il n'y a pas un engagement de la collectivité derrière, financier, s'il y a rupture de la convention. Nous renouvellement de la convention. Parce que dans les modalités de contrôle qui sont évoquées, on n'évoque pas du tout un droit de regard de la collectivité de la commune sur la manière dont, la question financière ne fait pas partie des modalités de contrôle. Dans les indicateurs qui sont prévus, il n'y a pas marqué qu'il faut que ça soit entre temps et temps, il ne faut pas que ça dépasse les budgets, etc. Ça ne fait pas partie des indicateurs suivis qui sont évoqués dans la convention. C'est juste, voilà, comment Alors j'entends. À travers cette convention, en fait, on n'est pas demain, dans 10 ans, on ne fait pas, en fait. Alors, j'entends la convention qui est là ce soir, remettons-la dans son cadre, elle est là pour définir une délégation de compétences. Une convention de délégation de compétences. Il n'y a aucun engagement financier, que ce soit de la ville, de l'Interco. Ça veut dire que très clairement, que ce soit l'Interco, que ce soit la ville, le jour qu'on va parler d'argent, on reviendra forcément vers, j'entends votre remarque, hein, et on l'affinera à ce moment-là par une autre convention. Là, ça veut dire, je relisais, hein, c'est marqué dans l'article 6 que l'Interco porte la totalité de l'investissement. Je vous le redis, hein, l'Interco, elle va s'assurer que la ville de la Côte-Saint-André ne lâche pas au bout d'un an, veut la reprendre au bout de 6 mois. Après, si elle voulait la reprendre à l'Interco, ça va coûter X millions, il faudra le porter. Enfin, j'entends par rapport à votre forme, à votre question de forme, si on est sur le fond, on est là pour travailler ensemble le réseau de chaleur.
Et on n'est pas, ni la ville, enfin, par rapport à votre remarque, la ville n'est pas engagée sur un montant quelconque, puisqu'elle dit, moi je délègue ma compétence et l'Interco le portera, fera son affaire des moyens de fonctionnement, y compris humains. Ça veut dire que pour le coup, l'Interco porte le dossier. On est sur le principe d'une délégation de compétences. Donc, dès lors qu'elle a été déléguée, c'est la collectivité à qui on a donné qui porte le risque associé à la compétence. Donc, la compétence est maintenue. C'est vraiment, en fait. Oui, mais c'est elle qui aura réalisé les investissements. C'est juste vraiment ça. En fait, je n'ai pas trouvé cette réponse parce que il n'y a certainement jamais eu le cas de rupture de compétences sur le moment quand on délègue la compétence et dans un objectif de durer dans le temps. Et juste, voilà, je n'ai pas en fait trouvé les éléments. Alors après, il y a deux manières. Il y a deux manières. Soit on est purement sur de la forme administrative et on regarde ce qui peut ne pas aller dans la convention, c'est-à-dire le risque, etc. Et auquel cas, on va être clair, hein, c'est que le réseau de chaleur au niveau communal, on ferme le dossier parce qu'on ne sait pas le financer. Soit on se dit, l'Interco est OK, on est OK sur le principe d'y aller, créons un réseau de chaleur pour qu'on fasse tous quand même des économies et qu'en termes de transition, on soit sur de la biomasse plutôt que sur des énergies fossiles. Donc moi, je le regarde sur le côté de ce dossier-là où on a envie d'avancer ensemble. Et là, ce qu'on vous propose ce soir, c'est quelque chose qui juridiquement permet de dire à l'Interco, faites-le. Donc j'entends votre remarque, je ne sais pas y répondre à 100%, parce que je pense que ça fera l'objet, et en tout cas, je réinterrogerai au niveau de l'Interco, pour qu'on définisse, quand on en sera au montage financier, de savoir, parce qu'après, ça va revenir aussi, de savoir si c'est 100% l'Interco qui porte, si on a une DSP, délégation de service public, ou si on le confie à 100% à un privé, hein, c'est les trois grandes orientations qu'il peut y avoir. L'Interco ne le fera pas tout seul, sans l'avis de la commune, parce que la commune sera forcément partenaire, puisque la commune a des bâtiments sur le secteur, puisqu'on a racheté le centre des impôts. Donc, et que nous, on est quand même un acteur majeur, puisqu'on va faire Normand à côté, en termes de pépinière et de logement. Donc, l'Interco ne pourra pas faire sans nous. Voilà. Même si demain il y avait des changements, l'Interco ne peut pas faire sans nous. Voilà. Mais il est vrai qu'il n'est pas écrit qu'on reprend toutes les charges, etc. Après, dans une délégation de compétences, si vous faites comme une compétence quand on l'a faite au niveau d'Interco sur le transport, vous avez une CLECT qui dit l'Interco elle a fait ça pour le compte de la commune veut le reprendre, voilà les montants, c'est ce qu'on a fait quand on a restitué la compétence transport sur le nord du territoire quand il y a eu suite aux fusions de communes, quoi, de comité de communes. Pardon. D'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Moins, bien entendu, ne prendront pas part au vote, comme on l'a dit tout à l'heure. Concernant la délibération suivante, convention tripartite, nous l'avons retirée. Nous allons passer donc à la délibération 2025-58, la 7e de ce soir, mise à disposition des locaux du Centre des impôts par Bièvre-Isère à la ville en attendant la signature de l'acte authentique. Gilles Amptos. Bonsoir à tous. Donc, depuis juin dernier, nous avons approuvé l'acquisition en Bièvre-Isère Communauté des locaux du ministère des Finances, du service du Centre des impôts, voilà. Donc, on a fait le Centre des impôts. Compte tenu de la nécessité pour la ville de l'aménager, le centre socio-culturel des sources au plus tard fin juillet pour libérer les locaux cédés à la page, donc il convient de pouvoir en possession en attendant effectivement que l'acte authentique soit signé. Il est proposé une convention d'occupation temporaire entre Bièvre-Isère, communauté propriétaire actuelle, et la ville de la Côte-Saint-Henri, futur propriétaire. Cette convention, dont vous avez vu la communication, prévoit la mise à disposition gratuite des locaux jusqu'à la signature de l'acte authentique, l'autorisation de réaliser des travaux dans le bâtiment pour en garantir l'usage et le sort des charges. Cette convention a été examinée par la commission aménagement de la disponibilité en date du 7 juillet dernier. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la convention d'occupation temporaire entre Bièvre-Isère Communauté et la ville de la Côte-Saint-Henri pour l'occupation du rez-de-jardin du bâtiment au centre des impôts. Nous donnons tout pouvoir à monsieur le maire de son représentant pour signer les actes documents en relation à cette convention. Le deuxième en partant de la gauche.
Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, remarques ou interventions? Pas de remarques, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 8, rétrocession à l'association syndicale libre des lots 3 et 5 du bâtiment Les Sources, Gilles Antose. Alors, on a cédé à On la a tout fait à en l'unanimité. janvier 2005 le centre social Les Sources. Vous dites, il a été ça bouffé l'appelle. trop frais. Le compromis de vente a été signé en quelques parties. Il convient de régulariser la partie qui correspond à donc, cette signature correspondait donc, au volume 1 de cette copropriété. C'est un peu complexe. Et puis, donc, comme en principe, une division en volumes. Il y a d'autres volumes dans cette propriété qui sont le lot volume 2, ce sont les appartements qui sont au-dessus de la SDH. Le volume 3, qui sont les parkings, espaces verts, le local chaufferie et son conduit cheminée, qui sont gérés par l'association syndicale libre. Le lot numéro volume 4, qui sont les garages de la SDH, et le volume 5, qui concerne le conduit cheminée, géré par l'association syndicale libre. Donc, de toute façon, on ne peut plus supporter les charges de ce tellement, puisqu'ils n'auront plus l'utilisation. Il convient à présent de rétrocéder à l'association libre syndicale des sources et lots numéro volume 3 et 5. Il est proposé de les céder à titre gratuit. Voilà. Et cette cession intervient à une condition d'absence de fermeture du parking, maintien d'un accès tout public sans barrière, clôture ou dispositif visant à réguler les accès du parking. On a vu pour feu d'artifice, le parking a été utilisé par de nombreuses personnes qui sont venues voir le feu. Voilà, donc cette session sera présentée à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de l'ASL, laquelle se prononcera également sur le changement de syndic de copropriété, compte tenu de la défaillance du syndic actuel foncier. Ce dossier a été vu en commission du 7 juillet. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser le maire à signer l'acte authentique pour cette rétrocession à titre gratuit des lots numéro volume 3 et 5 à l'association libre syndicale des sources, ainsi que tous les documents afférents. De préciser que cette rétrocession comporte une condition de maintien de l'accès au parking à tout public acté par servitude au profit de la ville. Vous donnez tout pouvoir au maire pour pouvoir voter dans l'Assemblée générale extraordinaire de l'association syndicale. Très bien. Merci Gilles. Donc c'est vrai que ce lot-là était géré par l'ASL, l'Association syndicale libre. Nous avions un syndic, Foncia, mais on s'est aperçu, notamment par une défaillance très forte de Foncia, on s'est aperçu qu'en fait, administrativement, ça n'avait pas été transféré. Voilà. Parmi d'autres défaillances de Foncia, et je tiens à le redire, hein, quand vous étiez sur le secteur par rapport à l'herbe qui est à côté, c'est parce que c'est le syndic qui devait tondre cet espace, et pas nous. Alors on y va parce qu'il est défaillant au bout d'un moment, mais c'est pas la première année, et enfin, c'est une galère, voilà. À tel point que vous avez vu qu'on a demandé à ce soir à ce que je puisse faire une assemblée générale extraordinaire pour passer au-delà de Foncia, et comme par miracle, Foncia s'est réveillé. Mais on va continuer dans ce sens-là. Voilà pourquoi on vous propose ce soir de céder ce lot-là, ce volume, à l'ASL et qu'ensuite on continue les démarches avec la page. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Pas de questions? Pas d'intervention? Je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Vente de terrain du département, pardon, vente de terrain au département, excusez-moi, dans ce sens-là c'est mieux, sur l'îlot normand, qu'on a décidé pour l'instant dans le dossier d'appeler la pépinière. Comme ça parle à tout le monde. Et c'est plus simple. Je laisse la parole à Gilles Antose. Alors, pour mémoire, les 9 hectares ont été l'îlot normand, qu'on appelle maintenant la pépinière, a été acheté par Epora. Au mois de février, on a décidé d'en racheter 3 hectares, donc en vue d'une première phase d'aménagement du futur quartier, qui a vocation à accueillir une activité de service dans la maison du territoire de la DER, ainsi que des logements.
Donc nous avons délibéré aussi pour une convention d'occupation temporaire entre la ville et le département pour qu'ils puissent démarrer leur projet, en attendant de passer aussi l'acte de quantique. Un bornage a été réalisé, donc il est proposé de céder le lot A. Vous avez eu la communication du temps de la parcelle AS11, numéro AS90, donc au prix de vente de 250 000 €. Les domaines ont été sollicités concernant cette transaction et en ont approuvé le montant. Ce dossier a été vu en commission du 7 juillet et proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la vente de 5009 m² de terrain au département pour un montant de 250 000 €. J'autorisais le maire à réaliser tous les actes nécessaires à cette acquisition et à signer tous les documents afférents à cette vente. Très bien, on n'affiche pas un plan, vous connaissez le lieu, c'est un dossier qu'on évoque régulièrement. Est-ce qu'il y a sur ce dossier-là, vous aviez un plan qui était annexé, des questions ou interventions, en dehors du fait que, pareil, il faut regarder au-delà de la délibération, ça veut dire que c'est le département qui installe un service de proximité pour nos habitants, pas simplement de la Côte-Saint-André, mais du territoire, et qu'on ne peut que se réjouir de cet équipement dont je suis convaincu que c'est le début d'un pôle administratif tertiaire qui doit se développer sur ce secteur. Pas de questions? Pas Oui. Ah, Madame Mania, je vous en prie. Il y avait juste une question sur le montant de la recette. Est-ce qu'il est prévu de la même manière que c'était prévu sur la vente du château de sanctuariser entre guillemets en prévision des futurs investissements à faire? Est-ce que la recette ici est aussi prévue d'être mise de côté en vue des futurs investissements à faire sur le secteur? Et donc, est-ce que c'est pas intéressant d'ouvrir un APCP sur cette opération? Il commence à y avoir des Alors, je vais vous répondre de deux manières. Nous avions... alors, comptablement, on n'a pas prévu d'isoler la recette, mais de toute façon, il arrive la voirie derrière. Donc, comme on n'est pas trop mauvais gestionnaire, on pense bien garder quand même l'argent pour financer la voirie, notamment Est-Ouest, et d'autres choses à venir dessus. Donc, sur le principe, cet argent-là, on va effectivement s'en servir sur cette partie-là. On n'a pas, sur la deuxième partie de votre question, c'est une réitération d'une question qu'avait déjà soulevée M. Corréard et à laquelle nous avions répondu au moment du débat d'orientation budgétaire et du vote du budget, que nous n'ouvrions pas une APCP, parce que le volume est important et qu'on n'a encore pas suffisamment une vision globale. Voilà. Donc là, nous, on vend un terrain, le département construit. Quand on attaquera les voiries, etc., là, on ouvrira l'autorisation de programme à ce moment-là. Voilà, c'est la réponse que j'avais faite à l'époque. C'est pour ça que je disais que je fais deux têtes. Mais je crois nous avions déjà eu cet échange et que nous ne pouvions pas ouvrir une autorisation de programme de manière globale sur ce secteur parce que quel montant on met derrière? Et que si on met un montant aléatoire, je dis n'importe quoi, on met 2 millions, qu'on finit à 4, on va nous dire, mais vous aviez mis 2, on a fini à 4. Sauf qu'on n'a pas l'ampleur des travaux actuellement. Donc c'est difficile d'ouvrir une autorisation de programme sur quelque chose dont on n'a pas encore un coût précis, même approximatif de la chose, quoi. Voilà. Peut-être pour compléter effectivement sur le principe de l'APCP, il y aura assez probablement sur ce secteur-là une APCP à ouvrir. Pour l'instant, on n'en connaît pas encore le volume parce que ça dépend si on met que 3 hectares, que 1 hectare. Enfin, il y a plein de possibilités différentes et surtout, quand on ouvre une APCP, il faut avoir des travaux à mettre en face. Or, sur le budget, au titre du budget 2025 strictement, on n'a pas encore estimé le montant, on n'a pas de montant de travaux à mettre en face. On avait du montant d'études, mais on n'avait pas du montant de travaux en tant que tel. C'est pour ça qu'on ne l'a pas inscrit en tant que délibération APCP. Et on s'était aussi dit au moment du débat des orientations budgétaires qu'on avait créé notre première APCP avec la Maison des habitants et des associations. Et donc, on allait étraîner le dispositif petit à petit. Tout à fait.
Mais en tout cas, ne doutez pas de notre souhait, je crois que j'ai été constant dans cette discussion, d'ouvrir des autorisations de programme dès qu'on peut. Parce qu'au moins, on a une vision plus claire et globale. D'autres questions? Est-ce qu'il y a... Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Vous me permettrez, mais j'attendais qu'on ait voté, de remercier le département, puisque quand nous sommes sur des projets structurants ville et communauté de communes, nous offrons le terrain, que là, le département a souhaité contribuer, et remercier également le département parce que la voirie de chantier nous sera rétrocédée ensuite, nord-sud, et nous servira de voirie pour desserte également de ce secteur-là. Donc, le département a joué le jeu tant sur le prix que sur la voirie qui nous le mettra à dispo ensuite. Donc ça, c'était important de le souligner parce que ça nous permettra de démarrer ce dossier. Point numéro 10, convention de servitude Enedis pour une ligne souterraine, avenue Hector Berlioz. Donc là, il n'y a pas besoin d'autorisation de programme, à 26 €. On y va. Alors, Enedis souhaite modifier le réseau électrique pour desservir la parcelle des transports du département. Donc, il propose pour pouvoir remplir ce réseau une convention de servitude, voilà, pour passer sur un petit bout de parcelle qui est à l'angle de l'avenue Hector Berlioz et du chemin des Lumières. Donc, qui est du domaine public, où il y a de la voirie publique, mais qui est encore du domaine privé. Donc, ça concerne la parcelle AT112. Voilà, donc il est nécessaire pour pouvoir passer ce cadre de signer une convention avec eux. Et la rémunération du dit passage en compensation budgétaire sera de 26 €. Voilà, donc, cette convention est pour la régularisation par acte notarié en vue de sa publication au bureau des hypothèques. Voilà, et c'était mon audition aussi le 7 juillet dernier. Il est proposé au membre du conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de servitude Enedis. Voilà, tout ça parce que dans le carrefour là-bas, on a un petit bout qui est encore en privé, au lieu d'être tout dans le domaine public. Il faudra qu'on le régularise. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité? Écoutez, nous avons fini les votes, mais nous allons passer aux informations diverses en vous remerciant, parce que c'est important de le dire. Nous avons tout voté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, en informations diverses, je dois vous rendre compte de plusieurs décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Donc, la 2025-7, c'était la tarification du centre socio-culturel saison 2025-2026. Donc, on a repris les tarifs de l'année dernière. On a fait une augmentation, comme sur déjà les autres tarifs que nous avons fait évoluer de 1,7%, arrondi des fois, parce qu'on ne va pas s'embêter avec des centimes. Sur la 2025-08, tarif de l'école de musique, pareil, 1,7%, histoire d'arrondir des fois selon les choses. Sur la 2025-9, j'ai pris un arrêté pour reprendre 4 concessions. La concession, alors je vais vous dire les noms parce que c'est important. La concession d'espèces, DESPEY2SE, Emmanuel, qui concession expirait le 31 décembre 2009. Concession Favier Jean-Louis, qui expirait le 19 mai 2009. La concession Moussaoui, MOU2SAOUI, qui expirait le 25 août 2021, et la concession de Tréboulier-né Cosnier-Julienne, qui expirait le 7 mars 2009. Donc vous savez que les concessions, elles sont plus à perpétuité, elles le sont sur une durée, et on constate un état d'abandon quand on arrive au bout de l'échéance. Tout ça que vous voyez, 2009 par exemple. On fait des affichages, on essaie de contacter les ayants droit, les familles si on les connaît par les notaires, et on constate qu'elle est abandonnée, et on fait une reprise de concession, c'est-à-dire qu'on va faire une ouverture si c'est un caveau, une exhumation, mise dans le suaire commun, et on peut à nouveau remettre en route ces concessions. Ça, il faut le faire régulièrement pour éviter d'avoir à
agrandir le cimetière de manière constante. Et donc, c'est très souvent des gens qui arrivaient sans famille d'EHPAD, par exemple d'EHPAD, et qui peuvent être là sur des concessions comme ça. Ensuite, on avait déjà vu le dernier coup la 10 et la 11. Donc, la décision 2025-12, c'est un arrêté que j'ai pris pour donner délégation à Gilles Amptose pour qu'il signe en lieu et place de moi pour l'achat des consorts Jacquet-Eskenazi. C'était la parcelle H131 rue de la Halle. La 13, 14, 15, 16 sont des créations, modifications, voire suppressions de régies dans nos différentes structures, puisqu'il fallait se remettre en conformité, ça a encore changé. Alors, je vais peut-être vous en laisser dire un mot là-dessus. En fait, on a eu plusieurs modifications. Donc, il y avait une modification de régie, puisque c'est un peu je dirais presque des modes du service de gestion comptable. Mais il y a eu un moment où les régies pouvaient être des régies mixtes qui géraient à la fois l'avance de fonds et les recettes. Depuis, le SGC, pour des questions de clarification, souhaite qu'on les scinde. Donc, on a soit une régie qui fait que de l'avance, soit une régie qui fait que des recettes. Donc, il y a eu des modifications par rapport à ces régies. Donc, on a modifié une régie mixte pour en faire d'un côté une avance, de l'autre côté une recette. Et on a également la création des régies relatives à l'école de musique municipale et relatives à l'espace jeunesse. L'espace jeunesse, il faut savoir qu'il ne faisait pas l'objet d'une régie, il était intégré au sein de celle du centre socio-culturel des Sources, sauf que ça ne facilite quand même pas la gestion des fonds, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile d'avoir une régie par service pour bien identifier les factures et savoir qu'elles sont bien affectées à tel service, notamment parce que vous le savez, la CAF finance en partie ces services et qu'on doit lui rendre compte régulièrement de nos recettes, de nos budgets, de nos comptes administratifs, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir de la visibilité service par service. Donc on a eu la création de la régie de l'espace jeunesse à ce motif-là. Et enfin, la création de la régie sur l'école municipale de musique, puisque l'école municipale de musique n'existait pas en tant que régie, ce qui imposait aux familles de se rendre au SGC à Saint-Marcellin dorénavant pour certaines opérations financières. Donc, on était quand même tout sauf facilitateur pour les familles. Donc là, on crée une régie de manière à pouvoir gérer nos factures pour l'école de musique comme sur les autres services et faciliter tout ce qui va être paiement en ligne, paiement dématérialisé. Voilà. Donc effectivement, Saint-Marcellin, c'est pas toujours commode. Et donc selon le SGC, un coup, il fallait tout regrouper. Maintenant, il faut tout éclater. Bon, on va tout éclater. Voilà. Bon, après, c'est pas des grosses sommes. Quand on fait de l'accueil jeune et si on leur demande pour 5 € de faire un chèque... C'est très complexe parce que c'est très encadré, contrôlé. Il y a la responsabilité du régisseur, c'est pas simple. Ouais. Ensuite, nous avons la décision 2025-17 dans lequel j'ai signé un contrat de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Centre-Est pour une ligne de crédit ligne de trésorerie de 300 000 € maximum sur une durée de 12 mois. Le taux d'intérêt étant l'Euribor à 3 mois plus une marge de 0,8, c'est-à-dire 2,021 plus 0,8, donc 2,84, 2,80, je ne vais pas y arriver, 2,821%. C'est pas grand-chose à ce niveau-là, qu'on peut faire appel en tirage comme on le souhaite. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu besoin, puisque grâce au service compta et à la surveillance de Madame la directrice, nous avons réussi à rattraper beaucoup de retard et on tient pression auprès des collectivités partenaires et on a de la trésorerie très satisfaisante actuellement.
ce qu'on n'a pas connu depuis quelque temps, donc on n'a pas besoin de la ligne de trésorerie. Il n'empêche que ça nous coûte en frais de dossier que 500 €, et on l'a si demain on est tendu sur quoi que ce soit, c'est fait, et on est sur un taux acceptable. En tout cas, on ne s'en sert pas, mais on l'a pour l'instant. La 2025-18, c'est une demande de subvention sur les aides aux maires bâtisseurs. Alors, nous avons Madame la préfète qui nous a écrit le 21 mai 2025 en disant que l'État, avant qu'il y ait certaines annonces, avait encore un peu des sous pour l'année 2025 pour récompenser les maires qui sont bâtisseurs, c'est-à-dire les maires qui ont construit du logement avec des critères. Et nous, on peut répondre à certains des critères. Donc, nous, dans tout ce qui a été créé, on peut prétendre à 115 logements qui rentrent dans leurs critères, dont 59 logements sociaux. Si on suit leurs critères d'attribution, on pourrait avoir 292 000 €. Bon, quand on connaît l'enveloppe globale, qu'il va falloir qu'ils répartissent, bon, c'est soit on a de la chance et on a peu qu'on déposé de dossiers, soit ils vont faire un écrémage pour donner un peu à tout le monde, avec des critères de répartition, soit ils vont en prendre quelques-uns. En tout cas, ça ne mange pas de pain d'avoir demandé. Donc ça, c'était le 26 juin 2025, donc c'était avant les annonces. Mais on va quand même demander. Ensuite, Madame la directrice, avec la directrice des services techniques, continue à mettre à jour tout un tas de choses, notamment le parc automobile, parce qu'on avait quand même des voitures qui nous coûtaient plus cher, enfin tellement cher en entretien, etc. Et les pauvres, elles ont fait quand même un certain temps. Donc, c'est avec regret qu'on s'est séparé de notre Dacia Logan. On l'a quand même vendu 1 000 €. Elle allait plus passer le dedans. Hein? J'ai fait mon job d'été dedans. Ouais, tu vois, ben ça remonte. Hein. Elle allait plus passer le contrôle technique de toute façon. Oui, de toute façon, elle n'y passait plus. Et je crois quand même que le record. Et je crois quand même que le record en IMAT, je regarde. Ouais, c'est ça. BG. Oui, on battait le record. On s'est séparé aussi avec beaucoup de tristesse de notre berlingot utilitaire pour 1 000 € aussi. Berlingot, c'est celui que vous savez, c'était marqué je roule au gaz. Là. Ah oui. Bah, ça a eu, t'es vrai. Bon, c'est pas la peine de garder les trucs qui vous coûtent une fortune en entretien. Voilà dans les rendus délégation. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au point que je viens d'évoquer. Très bien. Nous allons passer dans les points d'information divers. Je vous avais marqué une rétrospective financière que j'ai présentée le dernier coup au niveau de la commission des finances et sur lequel je souhaitais qu'on revienne pour vous donner quelques chiffres. Il y a ce point-là. Nous discuterons également, je vous donnerai des informations sur les gens du voyage, sur les ordures ménagères et ensuite sur les jeux du jardin de ville qui sont en train d'être posés. Alors, nous avions, pour resituer le cadre sur la diapo 3, nous avions, dans le cadre de Petites Villes de demain, la possibilité de faire un audit financier qui ne rien coûter à la collectivité, dont l'objectif était de sortir, non pas du détail, mais des ratios tels qu'on était là. L'objectif de l'État, c'est de s'assurer deux choses. La première, c'est que la collectivité a des ratios de fonctionnement corrects. Ce qui veut dire ratio de fonctionnement correct, dit deuxième chose, c'est que la collectivité peut ensuite faire des travaux, peut supporter de l'entretien, faire des équipements. Et puis le deuxième objectif de cette étude, c'était de vérifier, une fois que nos finances sont saines, la capacité à investir, c'est-à-dire quel est notre ratio d'endettement, est-ce qu'on peut dans l'avenir investir, et en tout état de cause, une fois qu'on connaît que le ratio max, on va le voir tout à l'heure, il est entre 10 et 13, eh bien combien on peut investir
sur cette période qui va venir. Alors, je vais arrêter ça. Sur la diapositive suivante, chaîne de l'épargne. L'objectif, c'est d'avoir des indicateurs. Bon, petit cours très rapide, je prends toutes mes dépenses réelles de fonctionnement, hors charges financières et exceptionnelles, je regarde mes recettes réelles de fonctionnement, principalement mes impôts, je regarde combien il me reste, c'est ce qu'on appelle l'épargne de gestion. Ensuite, je rembourse mes intérêts d'emprunt et je rembourse ensuite mon capital et ça me donne une épargne nette. Voilà. Donc ça, c'est des ratios qui sont cruciaux parce que c'est pour voir si la collectivité a capacité à autofinancer des choses ou pas. La bonne nouvelle, c'est que si on prend par exemple, alors on peut le faire sur différentes choses, sur l'épargne nette, etc., mais si on prend l'épargne brute, depuis des années, on stabilise autour de 900 000 à 1 million. On a fait faire une moyenne, parce que 2023, on a déjà dit, c'est une année un peu particulière, on avait pris du retard dans les recettes, et on a un peu plus de recettes, c'est pour ça que vous voyez que les recettes réelles sont plus faibles en 2023 que 2024, il y a une grosse différence par rapport à 2022, faut lisser là, pour avoir une vision moyenne. Donc on est autour d'1 million. Si on veut se rappeler, nous étions sur l'épargne brute 2014 autour de 500 000 euros, 2015 autour de 600 000 euros, et ensuite on est arrivé à tenir un cap dans les années suivantes, à partir de 2016, autour de 900 000, 1 million d'euros sur l'épargne brute. Donc on montre notre capacité d'épargne à ce niveau-là, et surtout une régularité, même si il faudrait toujours avoir plus, hein, c'est pas l'idéal, mais c'est déjà pas mal. Donc, on a une épargne, une chaîne de l'épargne qui est correcte. Ensuite, ça, c'est ce qu'on est capable de dégager une fois qu'on a payé notre fonctionnaire. Ensuite, l'encours de la dette et la capacité de désendettement. Il y a deux choses qui sont importantes. C'est combien on a de capital restant au 1er janvier. C'est les colonnes, 4,5 millions en 2021, 2024, 4,6 millions. Il y a une année, 2023, pareil, on n'a pas emprunté, donc on baisse. Et comme on a emprunté plus l'année d'après, on se rééquilibre. Hein, donc il faut bien regarder là aussi de manière un peu lissée. C'est pas le tout d'avoir 4,6 millions, parce que vous pouvez avoir 10 millions, mais si vous avez suffisamment d'argent en face, vous pouvez emprunter beaucoup si vous êtes capable de rembourser beaucoup. Donc il y a un autre ratio qui s'appelle, lui, la capacité de désendettement. Il y a combien on met d'années, si demain on ne payait rien, juste avec nos recettes réelles de fonctionnement, combien on mettrait d'années pour éteindre notre dette. Et ça, l'avantage, c'est que ce ratio, il est national. Et c'est celui-là qui est sur un seuil d'alerte quand on dépasse les 10 ans, et qui fait qu'il est contrôlé, et l'État s'en sert beaucoup. Donc vous voyez qu'on est correct. Si on se souvient un tout petit peu, 2014, nous étions en capital restant dû à 6,5 millions, 2015, 6,2 millions, et petit à petit, on a éteint la dette, ce qui veut dire quand même qu'on a gagné à peu près 2 millions sur le capital restant dû en 11 années. Et ça, là, ce ratio, il est correct. Et surtout, si on regarde notre capacité de désendettement, si on se la remémore, en 2014, on était à 14 ans, d'où la sollicitation de la Cour des comptes de redresser la barre. Nous étions en 2015 à 10 ans, et là, depuis, on a baissé. Alors, c'est souvent aussi une remarque qu'on nous fait en disant « Ouais, mais vous n'avez pas des rues propres au niveau goudron, il y a des trous, etc. » Ouais, on a emprunté ce qu'on savait faire. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, on a ramené aussi les indicateurs de la commune sur des choses intéressantes. Je vous ai dit tout à l'heure que le ratio, on peut le monter jusqu'à 10 ans. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la commune peut, dans les années à venir, avoir un ou des projets selon les montants qui peuvent être financés en partie par l'emprunt.
C'est-à-dire qu'on a encore de la marge pour faire des travaux. Ça sera d'autant plus nécessaire, c'est pour ça qu'on voulait se désendetter à ce niveau-là, c'est d'autant plus nécessaire qu'on voit bien que les subventions, ça va devenir une denrée rare. Vous écoutez le discours du Premier ministre, il vous dit, c'est pas grave, les collectivités, c'est 4,5 milliards d'économies. Comment, on n'a encore pas l'idée, mais ça va nous tomber dessus. En clair, ça a l'air d'être à peu près les mêmes annonces qu'on a vues en fin d'année. On n'aura plus de FCTVA, ça fait quand même mal. On a déjà perdu un bout cette année, mais du FCTVA, à tous les coups, je pense qu'ils ne vont pas forcément revaloriser les bases fiscales, pas de manière forte, parce qu'on voit bien que l'inflation s'est calmée, on est autour de 0,9 actuellement. Ça va être complexe, ça va être complexe. Voilà, en tout cas, on a un encours de la dette qui est satisfaisant, ce qui veut dire que ces deux ratios nous disent qu'on n'est pas si mal que ça. Donc, au-delà des chiffres, l'analyse qui a été faite par rapport au cabinet sur PVD, c'est de dire vos ratios sont corrects, vous êtes dans la norme, vous pouvez continuer à fonctionner et vous pouvez investir un peu en étant prudent, bien entendu. Ensuite, on a regardé l'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc en haut, je vous rappelle, charge à caractère général, c'est là-dedans qu'on met les assurances, c'est là-dedans qu'on met les fluides, l'énergie, etc., etc. Donc vous avez la variation moyenne. Bah ouais, parce qu'on s'est pris quand même juste une petite crise de l'énergie à ce niveau-là. Il faut qu'on l'ait en tête. Alors je suis allé ressortir des chiffres de 2014. Parce que quand même, on a essayé de tenir un max. 2014, les charges à caractère général, c'était 1 240 000. En 2015, on avait serré la vis, on était descendu à 1 55 000. Ok, on augmente, mais les efforts qu'on a fait les années d'avant nous ont permis d'avoir ces fameux autofinancements épargne corrects, puisqu'on a essayé de faire extrêmement attention à nos charges à caractère général. Comment ? Eh bien, quand on a remplacé notre éclairage public par de la LED, quand on a changé nos éclairages à différents endroits par de la LED, par exemple, quand on a mis en place des contrôles de chauffage, quand on a remplacé à des endroits des chaudières fuel, comme à sa défaite, par des chaudières gaz, on oublie tout ça, mais tout ce qu'on a fait en place a fait que, malgré la crise de l'énergie, on est arrivé à porter les choses. Sur les charges de personnel, donc là, ça monte petit à petit. On parlait tout à l'heure de comment ça va se passer en 2026. Je vous rappelle, 2025, 100 000 euros d'impact juste CNRACL. C'est sur 4 ans. Donc cette année, on remet 100 000 dans le petit cochon, de dépenses sans rien avoir fait. Pouf, 2026, 100 000. Il va falloir qu'on les porte. Revalorisation du point qu'il y a eu à une époque, tout ça, ça a monté, pas forcément avec des personnes. Là aussi, si on se repositionne, 2014, on était à 1,9 million. Donc on a pris 1 million de masse salariale. On a pas mal serré pendant des années et on a effectivement mis plus de personnel. Il faut faire attention parce que là-dedans, on a Petite Ville de demain, on a eu manager de commerce pour lequel on avait des recettes. On a fait un choix à un moment donné d'avoir par exemple une police communale plus forte, pluricommunale plus forte. Mais c'est sur les charges de personnel qu'il faut faire attention parce que vous voyez que sur un total de dépenses de 5 millions si on prend 2024, on est à 3 millions de charges de personnel. Ce qui veut dire que si nous regardons, nous avons une évolution moyenne, on l'a arrondi ici, à 7%. Si on regarde les recettes, si on regarde directement en bas, on est à 7% aussi. On est un peu plus, parce qu'on a arrondi, mais on est un peu plus. On va le voir tout à l'heure, on n'a pas l'effet ciseau, c'est-à-dire que nos recettes progressent plus vite que nos dépenses. Mais n'empêche que quand on regarde, par exemple, l'impôt et taxes, malheureusement, on n'a pas une évolution de population dynamique qui fait que nos impôts montent. Ce qui monte là, c'est quand l'État a décidé de retoucher les bases fiscales, vous vous rappelez à une époque, plus 7%, plus 1%, etc. etc. Mais ça, c'est de l'arithmétique. Ce n'est pas le nombre d'habitants qui augmente. Et donc, nous, on n'a pas une dynamique de population qui fait que ça pourrait nous faire augmenter nos impôts plus fort, non pas en augmentant chaque personne, mais en ayant plus de gens qui payent l'impôt.
Je vous rappelle que sur la côte Saint-André, on doit être, alors moi les derniers chiffres que j'avais en tête, c'est 62% des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Hein, donc c'est ça. Voilà. Donc après, c'est un rôle de centralité. Hein. On le porte et on l'assume par tous les services qu'on met en place. Mais en tout cas, nos recettes progressent plus vite que nos dépenses, mais elles n'explosent pas non plus. Ce qui fait qu'on est quand même limité. Ensuite, ce qu'il faut retenir plutôt des deux tableaux que l'on a vus, c'est que cette courbe, elle est importante aussi pour les analystes financiers. C'est que quand la courbe des dépenses en rouge monte plus vite que la courbe bleue, il y a un moment, quand les deux vont se toucher, c'est comme le fil électrique, ça fait bzzz. Ça s'appelle l'effet ciseau, c'est-à-dire que là, l'État est très vigilant, c'est-à-dire que vos dépenses montent plus vite que vos recettes. C'est arrivé dans des communes qui continuent à investir dans des services et puis qui perdent de la population, par exemple. Voilà. Notre espace entre les dépenses et les recettes est là, il a même tendance très légèrement à s'agrandir, donc c'est une autre manière de voir notre épargne qu'on stabilise à ce niveau-là à quelque chose, 90 000 ou 100 000 euros près. Ensuite, la DGF, dotation globale de fonctionnement. Donc je rappelle que l'État dit, si tu es riche, il n'y a pas de raison que je t'aide, et puis si tu ne fais pas d'effort de prélever l'impôt, il n'y a pas de raison que je t'augmente. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu ça quand même la technique. Hein. Je rappelle que dans la DGF, un des modes de calcul, c'est le calcul inhérent à la pression fiscale que l'on met, c'est-à-dire l'augmentation des impôts. Là, on vient de recevoir le FPIC, peu de communes ont augmenté. Hein. L'effet FPIC, il est classique, on perd encore 50 000 sur 1 million. Donc ça fait 2 années qu'on perd 50 000 sur notre FPIC. Je parle 1,5 million, c'est l'interco, on est descendu à 1 450 000. Parce qu'on n'augmente pas la pression fiscale, donc l'État dit, je vous en donne moins, puisque vous n'augmentez pas. Bon, on va être fiers, on est quand même fiers. On va être triste qu'on est le plus pauvre, puisqu'on est la seule interco qui en bénéficie, tous les autres payent. Alors, la DGF, elle a, si vous pouvez revenir juste 30 secondes, la DGF, elle a une partie forfaitaire, qui est avec un calcul de combien on a de kilomètres de voirie, machin, etc., etc. Et ensuite, une dotation de péréquation, c'est-à-dire pour équilibrer sur, notamment une qui est intéressante, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Nous, on est sur la DSR. Et ça veut dire que c'est de l'argent qui donne pour tenir compte qu'on est en dessous de la moyenne, par exemple, où on est avec un revenu moyen par habitant qui est plus bas que la moyenne des communes de notre taille. Si on va sur le graphique, vous voyez que on s'en tire pas trop mal. La dotation forfaitaire baisse un tout petit peu. Que celle qu'augmente, c'est la dotation solidarité rurale. Le fait qu'elle augmente, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que le revenu moyen par nos habitants, il baisse. On s'appauvrit, quoi. On a une population qui se paupérise. Alors ça, c'est bien. Je suis allé comparer là aussi à 2014. 2014, parce que l'État a tapé sur la DGF. Il avait énormément tapé sur la période de Jacques Laverdure, parce qu'ils avaient enlevé des sommes considérables. En 2014, pour vous donner un ordre d'idée, nous avions sur la dotation solidarité rurale 311 000 et nous avions sur la DNP 90 000. Donc vous voyez qu'on a augmenté un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la dotation forfaitaire en 2014, nous avions 690 000. Alors, non seulement nos dépenses progressent, mais les aides de l'État ont quand même baissé. Là que l'État, il ne paye pas le coût de la vie, quoi. À mon avis, la DGF, elle est dans le viseur de Bercy. La fiscalité. La fiscalité, si on regarde, sur cette période-là, on a fait une seule augmentation en 2024 de 1%, qui fait qu'on est passé, par exemple, sur le foncier bâti de 40,32 à 40,73. Et je rappelle que on regarde sur le mandat précédent que j'avais fait, c'était 1% également. Donc on a peu augmenté les impôts. Et si on regarde nos bases nettes et nos produits en bas, eh bien ça augmente grâce aux bases fiscales qui sont réévaluées par l'État.
vous avez des communes qui s'en sortent mieux parce qu'elles ont cette dynamique naturelle des bases qui fait que même si vous n'augmentez pas l'impôt, comme ils ont plus d'habitants, ben, ils montent. Alors on n'ira pas plus loin dans ce débat-là, hein. Parce que quand on est élu, on n'a jamais assez d'impôts. Si on se compare à la moyenne, on prélève moins d'impôts que la moyenne. Bon, après, quand on est contribuable, on trouve qu'on en paye toujours trop. Ensuite, le potentiel fiscal, c'est l'indicateur qui permet de comparer la capacité théorique des communes à générer des recettes fiscales indépendamment des taux d'imposition appliqués. Je vous rappelle que pour calculer votre impôt, on prend une base, et puis ensuite, on va appliquer le taux. Donc, à base identique, si vous décidez de prélever de l'impôt, vous mettez un taux plus fort que la commune d'à côté. À l'inverse, si vous voulez faire moins, vous mettez moins fort. À une époque, il y a des communes qui jouaient là-dessus pour l'attractivité. Le potentiel fiscal, il dit, je prends la base de la commune, je prends le taux moyen de la commune dans sa strate, au niveau national, et je le divise par le nombre d'habitants pour avoir quelque chose qu'on compare, c'est-à-dire hors impôt, hors de la décision des élus, est-ce que cette commune a beaucoup de bases ou pas? Voilà, donc on vous a mis ce potentiel fiscal par habitant. Alors là, je suis désolé, c'est quand même pas facile en lecture, mais vous avez Brécieux, vous avez la Côte-Saint-André, hein, ensuite vous avez Marcilleul à 842, donc la Côte on est à 919, Marcilleul 842, Saint-Étienne-de-Saint-Joire 1073, et Saint-Jean-de-Bournay, 914. Donc, on est proche, un petit peu au-dessus de Saint-Jean-de-Bournay, mais on est en dessous de Saint-Étienne. Mais si vous regardez, les gens payent moins à Saint-Étienne qu'à la Côte, parce que leurs taux sont plus bas, mais il a plus de base fiscale que nous. Voilà. Vous comprenez un peu le truc? Bon, ça ne fait pas venir d'autres, hein, mais... donc, on a des taux forts. Autrement dit, ces communes-là touchent plus d'impôts, même avec des taux plus bas, touchent plus d'impôts, et donc peuvent faire plus de choses. Ça veut dire que 900, 920, 1,73 million, ça fait 75, 75, 77, 80, voilà, il y a 160 € de différence d'un habitant entre Saint-Étienne et la Côte, à impôt au taux pareil, quoi. Ensuite, alors tout à l'heure c'était pour avoir des chiffres. Là ensuite, on vous l'a mis sous forme de graphe. C'est-à-dire qu'on vous a mis en bleu le potentiel financier par habitant en 2024 et le petit truc en rouge en haut, c'est la moyenne. Ce qui veut dire que nous, la Côte-Saint-André, on vous a mis la Côte-Saint-André en jaune-vert là, la Côte-Saint-André, vous voyez qu'on prélève moins d'impôts que la moyenne de nos communes. C'est pour ça que le jaune est en dessous de la pointe rouge, mais on prélève des impôts très fortement par rapport à la grande partie de notre interco à 2-3 communes près. Ça vient aussi du fait que quand on se compare par rapport à des strates 2024, le fait que nous, on soit mis dans une strate de 5 000 à 10 000, on est petit chez les grands. Saint-Étienne, il est plutôt grand chez les petits. Bon, je vous rassure, hein, c'est des indicateurs qu'ils ont besoin de savoir au niveau des banques, au niveau de la Banque des Territoires, au niveau de l'État, pour savoir si nos choses sont bonnes, ça ne fait pas rentrer de l'argent. Après, il faut juste augmenter les impôts si on veut en avoir un peu plus, ou augmenter le nombre d'habitants. Ensuite, on vous a fait une évolution de notre potentiel financier, il est en vert, et fiscal en bleu. Donc, le fiscal, c'est que l'impôt. En vert, c'est l'impôt plus les dotations de l'État. Vu comme ça, c'est relativement plat. Ça n'explose pas d'une année sur l'autre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas une dynamique de nombre de constructions supplémentaires et qu'on n'augmente pas l'impôt. C'est un choix, hein, parce qu'on est déjà très fort, mais on n'augmente pas l'impôt. Ça, on les met parce qu'on les a dans l'étude. C'est bien ce qu'on constate, mais ça ne va pas au-delà. Ensuite, en section d'investissement. Alors, en section d'investissement, on est allé regarder ce que nous avions en termes de recettes, hors emprunt, les dépenses, les emprunts que l'on fait en nouveau, ça nous donne un résultat d'exercice, un solde de clôture, et on va retrouver d'une autre manière l'encours de la dette en bas et la capacité de désendettement. Donc on voit les mêmes chiffres que tout à l'heure, et là on a rappelé que le seuil prudentiel, il est sur 10 ans. Ça nous permet surtout de voir que, en moyenne, sur 2021, 22, 23, 24, on a fait à peu près 1,6 million, 1,7 million de travaux en termes de dépenses d'équipement sur cette période. Pas grand-chose d'autre à dire, j'ai déjà dit qu'on avait encore de la capacité d'endettement, c'est pas une obligation. Je me suis arrêté là en termes d'analyse, parce que la prospective est un autre sujet, et on arrive en fin de mandat et on laissera aux équipes ensuite de faire de la prospective, les équipes nouvelles, de faire de la prospective. En tout cas, ils auront les outils à leur disposition. Ensuite, un focus sur le budget 2025, parce que je trouvais intéressant qu'on vous tienne au courant, et on a mis en place, et je remercie là encore notre directrice et le pôle finance RH, on a mis en place des outils pour qu'on puisse vous donner de l'information plus régulièrement sur les évolutions. Donc vous avez au 4 juillet 2025 le taux de réalisation. Alors taux de réalisation, c'est soit ce qu'on a payé, soit on a engagé parce qu'on a fait un devis par exemple et on attend la facture. Donc ça vous permet de voir que nous avons sur cette période-là, donc sur les 6 premiers mois de l'année, 50%, on a engagé 47% de nos dépenses réelles. Fonctionnement recette, 50%. Quelle conclusion tirer? On suit nos dépenses, on suit nos recettes. On n'a pas de variation spécifique. Il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'il y a des choses qu'on paye en début d'année, qu'on ne paye plus. Ça dépend quand vous payez votre abonnement, je dis n'importe quoi, ODL, etc. Et puis, il faut être très très prudent avec ça. Parce que, et les 10, parce que les compteurs d'eau, à quelle période vous les recevez, sur quelle période de conso ils sont basés, c'est toujours très compliqué. Sachant que nous, on a quand même fait un max, c'est-à-dire par exemple les compteurs d'eau, on a tout rattrapé. Je vous rappelle qu'à l'époque, on avait dépensé un peu plus. Mais on a tout rattrapé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, sur cette partie-là, fait en telle sorte qu'on est vraiment à l'année civile et on suit au jour le jour. Maintenant, sur l'investissement. Sur l'investissement, nous avions mis au budget hors château 3,4 millions à peu près. Nous avions l'emprunt, le compte de tiers, le reste réalisé, ce qui vous fait, c'est 6 millions. Quand je dis pardon, l'emprunt, c'est ce qu'on doit rembourser en emprunt. Donc, je vous rappelle, un budget de 6,5 millions, mais réellement 3,4 millions de BP si on enlève le château et ce qu'on doit rembourser en capital. On vous a mis ici les principales opérations que nous avons engagées. Retenons cherchez le chiffre, il est en haut à gauche. Oui. Qu'on a engagé, payé ou engagé 54% de nos dépenses. Et vous avez, donc on va les redire, mais l'éclairage public, donc sur le TE38, donc on a payé, et maintenant les travaux vont arriver, mais quand les travaux arrivent, ils nous les font payer l'année d'après. Donc les travaux, vous allez voir en fin d'année, là, sont pour l'année suivante. En tout cas, on est à jour. La subvention au PHRU, l'acquisition Jacquet, l'autorisation de programme sur la maison de l'habitant, donc ça c'est l'achat. Le château Louis XI, c'est les travaux de mécénat.
Et vous pouvez voir qu'en ce moment, on est en train de remettre le portail tout neuf. Voilà, il faut qu'il sèche un peu là. Enfin, faut que, pardon, les fondations, pas le faire. Il faut que les prises prennent. Le chemin en cloître, donc ça s'est lancé, c'est commandé. L'îlot Guénard, vous avez vu qu'on était dessus. L'îlot Normand, C'est l'acquisition à Epora. C'est l'acquisition à Epora des 3 hectares. L'aire de jeu et l'espace santé, les aménagements urbains, le mobilier matériel, les travaux sur la façade et en continu la sécurisation de l'établissement scolaire, les eaux pluviales chemin du Biel, et travaux, voirie, signalisation. Et là, c'était pareil au 4 juillet. On a depuis des travaux sur le carrefour des 6 routes parce qu'on a refait, nous, le petit dôme. Je rappelle quand même que c'est le département qui a payé. Nous, on a fait le petit dôme et on a payé le déplacement du passage piéton plus au sud sur ce dossier. Voilà, donc en tout cas, on suit nos opérations. Ça s'annonce pas trop mal. Ça veut dire qu'on est sur une période un peu chargée là, en termes de travaux, puisque c'est pas que ça nous amuse de les faire l'été, mais je rappelle juste quand on m'interroge qu'on a des scolaires, qu'on essaie de faire des travaux le max quand il n'y a pas les scolaires. Et j'en profite aussi, parce qu'on est en réunion publique, de remercier à nouveau le département, parce qu'avoir fait en 3 nuits tout le rond-point. Et ceux qui sont inquiets, il faut attendre que ça déshuile, qu'on puisse mettre de la peinture. On a mis juste le minimum, mais elle ne va pas tenir. Puisque là, en fait, il faut attendre une grosse pluie pour que ça lessive. Bon. En tout cas, je les remercie parce que c'était... Voilà la projection que j'ai faite en commission des finances et que je voulais vous montrer parce que je trouvais intéressant que vous soyez associés à ces chiffres, même si vous n'êtes pas dans la commission des finances. Je suis allé un peu vite, mais c'était pour vous montrer plus des indicateurs que des chiffres en tant que tels. Mais je suis prêt à répondre à vos questions s'il y en a. Tout bon ? Alors, je veux continuer en informations diverses à vous dire que nous avons eu l'arrivée de 60 à 70 familles de gens du voyage. Alors, en termes de comptage, on compte les caravanes à 2 essieux. Donc, sont en bonus cadeau, la caravane avec un essieu, c'est pour les enfants, et la petite caravane pour le linge, on ne la compte pas non plus. Qu'avec Mireille, nous sommes descendus immédiatement avec la police municipale les, entre guillemets, accueillir. On s'est battu parce que ça paraît simple, mais on a tenu ferme, on est resté présent à un certain moment parce que c'est pas simple pour eux de rentrer en caravane et que si on n'était pas présent, moi je suis convaincu qu'ils passeraient par le sud. Et en tout cas, en faisant comme ça et en restant présent, on a eu, je remercie là aussi présence de gendarmerie en nombre. Alors beaucoup de gens nous critiquent, les gendarmes les laissent faire, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est relativement compliqué. Nous, l'objectif, c'est que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de dégradation. Donc, ils n'ont pas dégradé, en tout cas, en termes d'entrée, quoi que ce soit là-bas. Nous avons laissé les coffrets électriques pour qu'ils puissent se brancher sans tout nous casser, ce qu'on avait mis aux normes. Je pense qu'ils sont branchés en direct, on est en train de vérifier. Notre objectif, c'est d'éviter les dégradations, c'est que ça se passe au mieux et qu'ils laissent le parc accessible aux autres personnes. C'est pas, alors je sais qu'on en a a priori, mais c'est pas des gens agressifs. Voilà, à partir du moment où ils sont rentrés, c'est pas des gens agressifs. En tout cas, on arrive à discuter avec eux. On a un pasteur ou on a un interlocuteur. Pour être clair, je suis conscient de la gêne que ça représente par rapport à la tranquillité du parc. Je suis conscient que la propreté des pépinières, eh bien, elle va en souffrir. Ça fera de l'engrais. Voilà. Mais soyons très honnêtes. Nous l'avions fait précédemment, porter plainte. On a toujours eu une fin de recevoir. Et que de toute façon, vous avez un délai qui est de 15 jours. Bon, autant. Eh ben, on attend les 15 jours. Voilà. Donc, on fait du mieux possible sur ce dossier-là.
nous sommes en conformité du schéma départemental actuel, puisque nous sommes en accord avec Bièvre-Est, et que Bièvre-Isère, puisque c'est une compétence intercommunale, verse à Bièvre-Est 25 000 € par an. Si ce n'est qu'à Bièvre-Est, les aires sont régulièrement dégradées. Et de toute façon, il y a un hasard qui fait qu'ils arrivent toujours avec plus de véhicules que la capacité de l'aire d'accueil qu'on leur propose. Donc vous pouvez bien faire une aire, pour autant. Le nouveau schéma départemental nous proposera une aire de plus grande capacité avec, entre Bièvre et Rhône. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est entre 540 000 à 840 000 d'investissement. Et c'est en fonctionnement entre 50 à 60 000 par an. Et qu'on partagerait à 45% Bièvre-Isère, 55% Hébert, c'est au pourcentage de la population. Donc on travaille pour être aux normes. À ce niveau-là, je ne suis pas convaincu que ça règle la solution. Hein? Oui? J'ai été alertée par sur le risque d'incendie. Donc, il faut qu'il y ait plein d'incendies qui peuvent être propagés. Par exemple, il y a des barbecues, il y a des choses comme ça. Alors, comment on pressent les choses en général après le feu d'artifice? Parce qu'on a quand même un dialogue, on sait à peu près. Enfin, Mireille s'est battue pendant des semaines pour pas qu'ils viennent avant. Hein. Puisque sinon, ils arriveraient plus tôt. On a fait nettoyer le terrain là-bas pour que ça ne se propage pas sur le sol. Alors, à l'inverse, c'est un peu poussiéreux. Hein, mais le risque, on ne peut pas l'écarter. Hein. Mais comme tout à chacun qui ferait un barbecue chez lui. Quoi. Après, il y a un risque d'incendie, ils n'ont pas mon autorisation. Hein, donc je pense qu'ils tiennent tellement leur caravane. C'est plutôt... Par rapport à des citoyens lambda, je ne suis pas inquiet. Ils ont de l'eau à volonté aussi. Et puis en plus, ils ont l'eau en forfait. On est en train de regarder comment on peut arriver à chiffrer l'eau qu'ils consomment. C'est pas ça. Il y a quand même un problème sanitaire parce qu'ils n'ont pas d'équipement pour leurs déchets, enfin leur sanitaire et tout. Ils les balancent n'importe où, voire dans la mare et tout. Les poubelles, c'est le problème. Le parc n'est quand même pas équipé pour recevoir autant de monde aussi longtemps. Bon, après, je ne sais pas, pour leur lessive, ça partait par terre, je ne sais pas si ça abîme. Mais on est bien d'accord. Mais les sanitaires, c'est un réel problème. C'est bien pour ça que si vous regardez Dauphiné libéré, on subit, on est démunis. Ouais. Parce que de toute façon, à des endroits, sur les aires, ils ont l'électricité, ils ont les sanitaires. Essayez de regarder un petit peu ce qui s'est fait à différents endroits, ils cassent les sanitaires. Pourquoi ? Ça, après, je ne sais pas. En tout cas, ils les cassent. Et de toute façon, vous imaginez les sanitaires qu'il faudrait avoir. Là, ils sont 300 à 400 personnes. Hein. Donc, et pour le coup, je ne vais pas engager des frais communaux de gens qui arrivent de manière illégale, qui arrivent sans autorisation de la commune, et la population ne comprendrait pas qu'on entretienne cette partie-là. Alors après, ça dure 15 jours. Mais on le subit, c'est difficile, c'est désagréable pour nous. En fait, ils respectent les discours à la musique, 22h15, c'est... ça. Là, c'est le pasteur qui est Teddy de la Haute Maison, il s'appelle comme ça, je suis désolé, il vit en caravane, mais il s'appelle Teddy de la Haute Maison. C'est quelqu'un avec qui on a un dialogue, et moi je préfère avoir lui que d'autres, je vous le dis franchement. Après, dans un 300 à 400 personnes, vous ne maîtrisez pas 100% des gens. En tout cas, ce n'est pas un accueil volontaire. Ce n'est pas un camping souhaité par la ville, si je reprends certains propos des réseaux sociaux. Ensuite, sur les ordures ménagères, pour votre information, a été distribué ou va être distribué sur l'extérieur du centre-ville ce petit flyer
parce que sur les ordures ménagères, il a été décidé au niveau de l'interco, le temps qu'on puisse déployer les choses, on va vous en distribuer à la fin. Oui. Hein. Mais après, si on vous distribue maintenant, vous n'écoutez plus. Donc, Le projet. ouais, vous le projet, voilà. Ben voilà, vous faites semblant de me regarder, mais lisez là. Donc, il a été décidé, le déploiement se passe bien dans les communes. On est sur une période un peu de saturation parce qu'on a un peu plus de monde avec les vacances, parce qu'on consomme un peu plus l'été, qui fait un peu plus chaud qu'on les vide. Donc on est en train d'équilibrer nos tournées. On a sur quelques points d'apport volontaire un peu de saturation. Et comme on a ouvert à pas mal d'endroits, eh bien nous faisons attention à ce que ça ne déborde pas. Donc nos équipes sont en train de se mettre en place progressivement. Donc il a été décidé pour cette raison-là, pour la raison que des communes importantes comme Saint-Étienne, La Côte et Saint-Jean-de-Bournay ont aussi des travaux, notamment pendant l'été, pour ne pas gêner quand on a un collège comme à Saint-Jean-de-Bournay, etc., de ne pas remettre du complexe sur du complexe, d'aller faire des points d'apport volontaires. Parce qu'en fait, il faut laisser du temps de sécher, etc. Donc, il a été décidé de mettre sur 2026 les 3 communes qui vont rester, La Côte-Saint-André, Saint-Étienne et Saint-Jean-de-Bournay. Et donc, on va rester en porte-à-porte le temps que tout se mette en place. Si ça se passe bien, on peut accélérer. Si ça ne se passe pas bien dans les autres communes, le temps qu'on cale, hein, parce qu'on est passé à 7 camions. Je fais une petite parenthèse, les gens nous disent on a vu passer 2 camions. Ah ouais, parce qu'on a un camion de Bièvre-Isère qui ramasse les déchets, et il y en a un qui ramasse le recyclable. Voilà. Non mais je vous le dis parce qu'on a le mythe, on met tout dans le même camion. Donc on fera flotter les camions à ce niveau-là pour que ça soit plus clair. Donc pour l'instant, on ne s'emballe pas. Et puis sur la Côte-Saint-André, on a une autre difficulté, c'est que sur l'extérieur, on sait faire. Sur le centre-ville, c'est compliqué. Parce que quand vous trouvez un espace, il faut que le camion puisse arriver, il faut que le camion puisse vider. Et c'est vraiment une galère. Donc on a décidé de ne pas laisser de zone vide. Parce que si on met des pavés trop loin, on aura un effet de dépôt sauvage que je ne veux pas, c'est déjà suffisamment galère. Donc pour l'instant, on reste en porte-à-porte, le temps qu'on affine. On verra sur l'extérieur, je ferai une commission avec Gilles mi-septembre, parce qu'on va mettre en place des solutions temporaires où il y a des apports, mais le centre-ville, on reste comme c'est, pas de souci. L'extérieur, on va, pour s'organiser, pour que les camions puissent tourner différemment sur Bièvre-Isère, on va alterner dans le coteau parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas non plus qu'on ramassait, ils croyaient qu'on ramassait tout en même temps. Et donc pour des questions de tournée et d'organisation, on va passer dorénavant sur une fois par semaine, on ramassera les OM à l'extérieur et une fois par semaine, on ramassera les sacs jaunes. Voilà. Donc ça veut dire qu'en alternance, ça veut dire que les semaines impaires, ça sera les ordures ménagères, les semaines paires, ça sera les sacs jaunes. Donc à compter du 28 juillet, on fera les ordures ménagères, puis ensuite le 11 août, et à côté du 4 août, on fera les sacs jaunes jusqu'au 18 août. Petit message qu'on peut faire passer, les sacs jaunes, on les ramasse devant le domicile. Il y a des gens qui continuent, alors, qui nous amènent leurs sacs jaunes dans les bacs jaunes. Très bien. Et il y en a qui nous mettent des sacs noirs dans les bacs jaunes. Et puis il y en a qui nous mettent des bacs jaunes dans les sacs gris. Voilà. Dans les sacs. Ce qu'on a essayé de rappeler là-dessous, ouais, moi ça me fait pas rire, hein, parce que la tonne elle coûte 160 € quand je la fais comme il faut, elle fait 380 quand elle coûte mal. Voilà, et j'en ai marre que les gens soient, on va être clair, dégueulasses. Et donc c'est quand même pas bien compliqué, les sacs jaunes on les ramasse au pied de votre maison. C'est pas ça qui sent le plus mauvais, donc on peut les ramasser là. S'ils veulent les amener à un point d'apport volontaire, ils ouvrent leur sac, ils le mettent dans le bac jaune. Parce qu'en fait on mélange tout, donc l'effort de tri qu'ils font, il y a un moment donné, ils l'anéantissent. Et on le voit bien, hein. Là, en ce moment, là, il fait chaud, c'est la surenchère. Donc on vous fera une proposition temporaire de comment on peut gérer ces points-là, à ce niveau-là, mais moi, je ne sais pas lutter contre l'incivisme des gens. Enfin, je veux dire, on ramasse chez eux, pourquoi ils amènent des sacs? Si ils le veulent, on a des sacs jaunes, un peu gros, là, un peu épais, on en a à disposition, ils peuvent venir en chercher en mairie. Hein, on l'a marqué.
je crois. Hein. Ils peuvent venir chercher le sac à ce niveau-là. Et pour des questions de commodité et de contrôler, les sacs jaunes seront distribués dorénavant par la mairie. Puisqu'on a des gens qui allaient en interco en prendre aussi. Il n'y a pas que des côtois. Bon, maintenant, ils ont tous des PAV, donc je ne vois pas l'intérêt. Mais... Voilà, donc c'est un sujet un peu sensible. Donc on change cette collecte-là, parce que nous, ça nous fait économiser énormément. On fait changer un jour sur Saint-Jean-de-Bournay, et également sur Saint-Étienne ou pas, je ne sais plus. Donc que Saint-Jean-la-Côte, sur les tournées. Changement de tournée. Que Saint-Jean, que la Côte. Voilà, parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir des équipes, parce qu'on a mis en place des process qui fait qu'on tourne 6 jours sur 7. On a tourné le 14 juillet, par exemple. Là. Voilà, un jour férié pour ramasser. Petite information, les tonnages baissent un petit peu sur les OM. On sera à la louche de moins 5%, alors qu'ils augmentent ailleurs. Donc ça veut dire que l'effet a l'air de jouer. Le recyclable a l'air de monter aussi. Ouais, c'est des tendances qu'on a, il va falloir qu'on les affine. Il y aura sur le flyer, de l'autre côté, le plan de ce qu'on appelle le centre-ville. Et ensuite, le reste par défaut, les externes. Ensuite, le calendrier, on a mis un petit QR code. Et puis, on a mis un petit QR code du temps qu'on était, également pour les horaires de déchetterie. Ça, c'est pour qu'on optimise le coût des collectes. Donc, on se reverra au mois de septembre pour voir comment on déploie les choses sur notre territoire. Dernière information, Moufida, avec Sébastien, avait travaillé sur des projets d'aménagement, et vous avez vu ça déjà en commission. Pour information, cette semaine et la semaine suivante sont en train d'être mis en place les jeux sur lesquels on s'est engagé de remplacer au Jardin de Ville. Et nous aurons la deuxième tranche, vous pourrez en rediscuter en commission, mais la deuxième tranche d'amélioration du Jardin de Ville sur le mobilier, les bancs, les poubelles, les tables, sur le fait qu'on va enlever cet espace gravier, qu'on va le végétaliser pour remettre un peu d'ombre avec des arbres, et puis l'espace, moi j'appelle ça musculation. Ah, l'espace malin. Ouais, c'est ça. La musculation, c'est pas et donc on va le mettre en place plutôt sur octobre-novembre. Et puis en parallèle, alors j'ai pas la date sur les sports santé. Ça sera fin septembre, début octobre, parcours santé à l'idée. Bon, en tout cas, ça c'est commandé, il faut que ça s'installe. En tout cas, ce que je voulais absolument, c'est qu'on tienne la promesse de remettre des jeux déjà au Jardin de Ville le plus vite possible. Et je remercie les entreprises et les services parce qu'on a tenu les délais et c'était important. Voilà les informations diverses que je voulais vous transmettre. Sauf s'il y a des questions, 20h15, nous levons la séance. Je vous souhaite un bel été, calme. Je ne vous le garantis pas, puisque nous, on a à nouveau sur l'îlot sud. Sur l'îlot sud, on a des inquiétudes sur les immeubles en péril, hein, pour rien vous cacher. Et on se revoit, conseil municipal, je ne sais pas, mais on se revoit le 27 août pour le festival, c'est ça? Les invitations vont partir. 26. Très bien, bel été, bonne soirée, merci.